avec vous, nous allons parler des machines du futur, parce que vous travaillez, vous êtes deux startups, une toulousaine, une parisienne. Non, si, parisienne, voilà. Avec deux projets, vous allez voir, radicalement différents. Un projet d'avion de transport régional qui est quand même proche de ce qu'on connaît, même si le mode de propulsion est révolutionnaire. Et puis ce qui est révolutionnaire, c'est ce que tu es en train de préparer, du moins c'est les idées que tu as dans la tête, Paul. Je pense on va commencer avec toi. Tu peux nous expliquer, nous présenter ce projet de capsule? Bien sûr, avec grand plaisir. Merci beaucoup d'ailleurs de m'en donner l'opportunité. Donc ça, il faut remercier Joris et Catherine. Dans un premier temps, moi j'ai mis à peu près 40 minutes pour venir ici, alors qu'à vol d'oiseau, je suis à 1,5 km. Et c'est précisément ce qu'on va venir adresser avec notre solution. L'idée, c'est de libéraliser la troisième dimension de nos villes en utilisant des transports aériens pour se déplacer rapidement, facilement au-dessus de nos villes. Ça fait partie d'un premier constat, c'est que toutes les grandes villes de la planète ont un problème de congestion, de saturation et de pollution de leur espace de transport actuel. Et donc venir apporter ce que les nouvelles technologies nous permettent. Nous, on travaille sur un grand drone qui va pouvoir transporter une personne, parce que 70% de notre trajet quotidien en ville, on les fait seuls finalement. Et aussi, ça nous permet d'avoir un aéronef très petit, très compact, très discret, automatisé pour avoir quelque chose abordable, dans un premier temps de l'ordre de grandeur du prix d'une course de taxi, et l'automatisation allant grandissante, d'aillant vers des prix encore plus bas. Et donc vous pouvez voir là sur cette vidéo la CAPS qui s'envole. Ça fait maintenant quelques années qu'on travaille dessus. On était étudiants, on en avait marre de passer près de 2h30 par jour pour aller en cours. On s'est dit on va construire dans notre garage le plus gros drone de France, comme ça on va pouvoir y aller plus rapidement. On l'a présenté en 2021 à Viva Technologies, il a fait ses premiers décollages et maintenant on va pour passer à la suite. D'accord, donc j'imagine que vous aurez énormément de questions à poser à Paul. Moi j'en ai aussi quelques-unes. Wilfried, donc vous, chez Aura Aero, vous vous êtes lancé sur des avions très classiques au début, puisque le point de départ, c'est de faire un CAP 10, le CAP 10 étant l'avion de voltige dans toutes les écoles de voltige, donc un CAP 10 moderne. Et puis, ce CAP 10, vous avez eu aussi envie de l'électrifier. Et puis, vous avez un autre projet d'un avion de transport régional qui, lui, est électrique. Hybride ou électrique? Hybride. Oui, tout à fait. Tout à fait. Déjà, bonjour à tous. Je suis très content d'être ici aujourd'hui. L'Aéroclub de France, c'est un endroit assez mythique pour moi et puis aussi pour mes associés et mes collègues. Pourquoi mythique? Parce que quelque part le projet qu'on a lancé en 2018, il a pris naissance quand on était tout petit. Un peu à l'image finalement de l'histoire de l'aéronautique, puisque si on dit que l'aéronautique, en tout cas le transport aérien au travers des avions à peu près 130 ans, et bien quelque part c'est vraiment une histoire très courte mais qui est très riche. Puisque si on la regarde en quelques étapes, eh bien effectivement, on se rend compte qu'il y a eu énormément de progrès dessus. Et finalement, nous, le projet qu'on a eu en 2018, ça a été de créer un nouvel avionneur. Avant même de spécifier des produits en particulier et créer un avionneur, c'était de se dire on veut viser une pérennité. Et comme tous les avionneurs historiques, cette pérennité passait par l'adaptation des sources d'énergie sur les aéronefs. C'est une démarche qui est complètement à l'envers de toutes les autres. Parce qu'aujourd'hui, depuis pas mal d'années, on voit fleurir des projets d'eVTOL, par exemple. Les eVTOL, aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a à peu près 350 projets d'eVTOL dans le monde. Et souvent, ça part du fond d'un garage ou d'une chambre d'étudiants. Oui, alors il y a un point commun en fait aux différents sujets, c'est que premièrement, on a besoin en fait de capitaux pour pouvoir lancer une industrie parce qu'il faut passer un certain nombre d'étapes. Pour nous, en fait, on a voulu être très pragmatique dans la démarche. Ça a passé par
déjà en 2013 se tester en tant que jeune ingénieur et puis vérifier si ce qu'on avait appris à l'école était applicable. Donc on a reconstruit l'avion de Roland-Garros, le Morane Saunier type G, et on a traversé la Méditerranée là, en 8h30. Certaines personnes dans la salle, et notamment Jean-François Georges, qui était un de nos sponsors sur cette démarche, l'a vécu de près. Et nous a aidé en fait dans cette démarche, et on a vu en fait toute la symbolique qu'on avait à véhiculer, et notamment dans le fait que cette mobilité aérienne, elle sert les hommes. Et ça, pour nous, c'était vraiment une graine fondatrice, dans le sens où la mobilité, elle doit servir. Et pour servir, ça veut dire que le premier avion sur lequel effectivement on a travaillé, c'était un avion d'entraînement, de formation, qui est apte à la voltige, donc qui est un avion qui est assez poussé dans son domaine de vol. Et de cet avion, on a fait naître effectivement 3 versions. On a 3 versions d'avions qui sont aujourd'hui en train d'être développées, dont 2 qui sont en cours de certification cette année, et qui nous permettent en fait dès la fin de l'année de mettre sur le marché cet avion. Et c'est ça qui fait qu'on rentre dans une opération capitalistique dans laquelle, du coup, c'est bien par le fruit de notre travail des 5 dernières années qu'on rentre sur le marché sur un premier avion qui est à moteur thermique, et qui, aujourd'hui, on est en train de travailler sur une version qui est, elle, 100% électrique. Donc, quelque part, nous, dans notre développement stratégique de l'entreprise à faire des avions qui transportent plus de personnes et avec une capacité à la décarboner, on a démarré par Integral Air, qui est une version en fait, de formation à la voltige, un Integral S qui, lui, est dédié à de la formation initiale et à faire de ce qu'on appelle l'Upset Prevention Recovery Training. La différence entre les deux? Alors, le deuxième avion, en fait, nous sert à valider en fait, les compétences des pilotes qui sont notamment en compagnie, à faire du refresh dans la formation, pour tester en grandeur nature, en conditions opérationnelles, leur capacité à savoir réagir à des phénomènes inusuels, dits inusuels. Donc ça, c'est un avion qui sert un marché important et pour lequel, derrière, effectivement, on rentre avec, sur ces marchés-là, sur une version qui, elle, est 100% électrique. Donc, avec tes associés, Paul, tu es parti sur un schéma beaucoup plus classique des startups, où c'est-à-dire que vous êtes en train de définir et d'élaborer un produit. La phase de développement, de certification et d'industrialisation arrivera après. Oui, tout à fait. Alors, on a commencé par définir un besoin initialement, qui était cette saturation urbaine. Par la suite, on a designé un produit qui venait adresser ce besoin. Et je rejoins totalement ce qui vient d'être dit, avec cette optique d'avoir toujours une mobilité qui soit utile aux hommes. Avoir des taxis volants en ville, et le processus de certification, de mise en place des contraintes réglementaires est un processus long. Et dans la même optique, on a des étapes préliminaires où on va utiliser nos aéronefs dans un premier temps, non pas pour faire voler des gens, mais pour faire voler des choses. On va utiliser la CABS pour faire de la logistique industrielle, ce genre d'application dans un premier temps. Mais voilà, on a suivi ce schéma classique. Quand tu parles de logistique industrielle, ça veut dire par exemple le déplacement de charges à l'intérieur d'un hangar Alors on est quand même sur un gros aéronef, donc à l'intérieur d'un hangar peut-être, mais il faut un gros hangar. Mais sur site, pourquoi pas. On a certains grands sites industriels qui font plusieurs hectares, où ça va pouvoir avoir une pertinence d'avoir une chaîne d'approvisionnement locale, mais aussi vis-à-vis des fournisseurs qui sont aux alentours. On a des applications aussi dans l'agriculture de précision pour la construction, remplacer en partie les grues, ce genre d'applications préliminaires. On cherche une première phase de commercialisation autour de 2025 et du transport de passagers aux alentours de 2028-2032 dans les zones urbaines directement. Oui. Comment vous arrivez à définir un calendrier ? En évoluant directement, on regarde l'écosystème. On n'est pas les seuls. Vous l'avez cité, il y a 350 projets qui existent dans ce secteur-là. Donc on voit les jalons qui sont posés. Il y a aussi certains acteurs qui sont de plus grande ampleur que nous, qui viennent travailler en coopération directement avec les agences de réglementation, à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle européenne ou américaine de l'autre côté de l'Atlantique. Et là, on a régulièrement des jalons qui sont posés. Donc ça peut nous donner une visibilité réglementaire sur comment on va pouvoir se développer. Donc là, on parle d'un aéronef, je ne sais pas comment l'appeler, aéronef, ouais. Un aéronef individuel. Chez Aura Aero, vous êtes en train de développer un aéronef classique de transport régional, je disais.
Donc là c'est à quelle échéance? Alors, quand je dis classique, tu as fait une grimace. ouais, tout à fait. Pourquoi? Parce que le côté classique, moi j'y associe en fait la capacité à le certifier. Sur nos marchés, là où on répond à un certain nombre de besoins, et par exemple sur les avions de formation, il faut qu'on rentre dans un programme de certification sur lequel en fait les règlements sont existants et sur lesquels effectivement on peut se caler sur un programme de certification qui fait qu'effectivement on est capable de donner des échéances. Par exemple, les avions qui sont en train d'être affichés à l'écran sont des avions qui rentrent dans une certification CS23, c'est-à-dire qui permettent de certifier des avions biplaces jusqu'à l'avion 19 places, qui est ce programme d'avion régional. Donc aujourd'hui, en fait, la partie, tout ce qui est moyen de conformité à ce type d'avion, quand bien même il soit électrique ou hybride électrique comme l'avion 19 places, ont aujourd'hui des capacités de démonstration qui sont existantes. Donc à partir de là, effectivement, ça permet de se projeter en tant qu'industriel. Pourquoi? Parce que toutes ces technologies qui existaient ou qui sont à nos dispositions, on est capable en fait de les programmer. C'est bien ça l'objectif de cette programmation. Et en parallèle, de suivre les cycles de développement sur la partie intégration des briques technologiques. Donc, par exemple, effectivement, nous, cet avion 19 places, c'est un avion qu'on veut faire rentrer en service avant 2030. Donc, on vise 2028 pour être capable de le certifier à la fois du point de vue de l'EASA et aussi de la FAA, là où on a un marché international assez important. Ouais. Et Wilfried, avec tes associés, vous êtes 3, hein, c'est ça? Oui, à l'origine. cofondateurs. Ouais. Vous avez tous travaillé dans l'industrie, chez Airbus notamment? Oui, exactement. Comme je disais. Et est-ce que ça a influencé votre manière de créer Aura Aero? Oui, tout à fait. C'est vrai que la dénomination start-up, pour nous, ça a toujours été une dénomination qui nous a un peu gênés parce que on n'a jamais voulu passer par des incubateurs ou des systèmes sur lesquels on allait passer du temps à expliquer ce qu'on avait à faire, alors qu'on avait un dossier de définition sous le bras. Vous aviez déjà incubé chez Airbus. C'est-à-dire que par nos expériences, par les activités qu'on avait déjà, à avoir déjà construit des avions, on avait un dossier de définition pour lequel en fait on s'était appuyé auprès des meilleurs. Jean-Marie Clinquart en était un exemple, puisque c'est lui qui a été un de nos mentors sur la mise au point de cet avion de formation. Jean-Marie Clinquart, c'était l'ingénieur en chef en fait de plusieurs avions. C'est le papa du Cap 232, c'est le papa de l'Oryx et du RV-47, tant d'autres appareils. Donc ce dossier de définition, on l'avait sous le bras. La dénomination start-up était pour nous la façon d'aller chercher de l'argent auprès de nos premiers business angels. Et notre idée, elle était très claire en fait. C'était trouver des locaux, trouver de l'argent pour pouvoir financer ces locaux et puis surtout embaucher des personnes pour travailler sur nos différents programmes et à partir de là, de travailler sur nos agréments. Les agréments de production, les agréments de conception et donc ces type certificates qui sont nos documents sur lesquels on peut rentrer dans la phase de commercialisation. Donc c'est dans ce sens-là que effectivement, tous les trois, on a créé la base et qu'on a lancé effectivement l'entreprise en 2018. Paul, est-ce que c'est trop tôt pour vous d'envisager déjà l'industrialisation? Vous avez commencé à réfléchir ou même à poser des jalons? Alors l'industrialisation va venir petit à petit avec le volume de commandes qu'on va venir engranger. On a déjà des locaux avec une certaine surface, avec un atelier d'assemblage qui nous permet de faire des petites séries dès lors qu'on pourra les commercialiser. C'est intéressant, j'ai eu une conversation hier pour parler de l'industrialisation. On l'aborde de la façon suivante, avec la définition d'un design qui va être le plus cohérent possible pour une production de masse par la suite. On se fait aussi encadrer, on a un board stratégique qui est composé de personnes qui sont issues de l'aéronautique. À la différence de mon collègue à ma droite, nous ne sommes pas du tout issus du secteur aéronautique. On est 3 étudiants physiciens au départ. On a avec un modèle de développement par itération et par engrangement d'expérience des différents échecs ou succès qui
qui se succèdent. Donc c'est comme ça qu'on a vraiment développé notre produit et on aborde l'industrialisation par la simplification au maximum du produit final. D'accord. Donc vous aviez entendu parler de l'EASA, de la DGAC avant? Tout à fait, on est accompagné. Ça va être des interlocuteurs avec lesquels il va falloir négocier aussi. Oui, négocier puis travailler conjointement. Ils viennent définir les bases de cette nouvelle aéronautique, ces nouveaux designs d'aéronefs, les eVTOL pour les citer. Il existe déjà un cadre de certification qui s'appelle la SC VTOL à l'EASA qu'on suit méticuleusement. L'automatisation est encore un projet en cours, mais c'est déjà long qu'on vient adresser directement. Et oui, on ne peut pas se passer de travailler avec ces grandes institutions qui nous guident aussi dans la R&D sur la manière d'aborder certaines thématiques. Et alors, en ce qui concerne le financement de vos projets, parce que là, on parle de projets à échéance 2030, à peu près. Donc, il faut tenir jusque-là. Comment vous fonctionnez? Aujourd'hui, chez Aura Aero, vous êtes combien de salariés? On est à peu près 160. Donc, ça fait beaucoup de fiches de paye à faire en fin de mois, ça. Quand je dis à peu près 160, c'est qu'on est à un rythme de 15 embauches par mois là, en ce moment, à peu près. C'est nécessaire en fait pour travailler sur les différents programmes, parce que c'est le résultat du travail et des compétences des uns et des autres sur les différents agréments dont je parlais. La question de la partie financement, c'est un vrai problème, parce que quand effectivement, je disais qu'on n'aimait pas trop le terme start-up, malgré tout, on a été start-up industriel et c'est comme ça finalement que, avec le gouvernement, les institutions, il y a certains dispositifs qui ont été enclenchés. Le gouvernement a bien vu en fait l'intérêt de redynamiser cette partie industrielle sur lesquels elle voit que des acteurs se positionnent. Il y a un intérêt aussi à réindustrialiser la France. Donc on a un plan France 2030 qui est une succession d'un plan précédent. Donc il y a des choses qui se mettent en place. Pour autant, les acteurs sur la partie financement aujourd'hui n'existent pas. Et je dirais tout ce qu'on a pu faire depuis 2018, on l'a fait avec un seul fonds d'investissement qui n'avait pas la nature à porter en fait l'ensemble de cette première tranche. Pour autant, c'est un fonds qui est très investi chez nous en tant qu'acteur, puisque Jérôme Foll notamment est pilote propriétaire d'avion, donc c'est un domaine dans lequel il connaît bien finalement la partie investissement nécessaire au départ, et puis le réseau dont on a besoin aussi pour expliquer finalement ce côté industriel qui se fait dans la poussière et qui est un peu plus appliqué que l'activité digitale pour laquelle on a des fonds d'investissement qui sont plus enclins que sur cet aspect industriel. Donc effectivement, il y a pas mal de sujets sur lesquels on a vu en fait les politiques qui ont montré les intérêts et qui ont montré la voie, mais des acteurs de financement qui sont toujours un peu en retard dessus. Et par contre, des financements qui se font plutôt à l'étranger, avec le risque du coup de voir partir des startups industrielles à l'étranger. Et pour CAPS, ça se passe comment ? On évolue exactement dans le même écosystème, donc on va avoir les mêmes problématiques. Je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit. Pour notre part, on a commencé à financer le premier prototype sur l'investissement initial des fondateurs, des prix à l'innovation. La BPI, c'est vrai que le gouvernement avec France 2030, la BPI et d'autres plans sont très présents pour soutenir. Normalement, il faut une partie de financement privé pour compléter l'ardoise. Aujourd'hui, on lève des fonds pour notre démonstrateur. D'ailleurs, s'il y a des gens intéressés là, n'hésitez surtout pas. L'idée, c'est qu'on a dû construire un business model extrêmement résilient avec cette première étape de logistique industrielle, agriculture de précision, construction, pour pouvoir dégager rapidement des revenus sur un modèle d'aéronef qui va être plus simple et ce qui va nous aider à financer sur le long terme la certification, générer des cash flows pour aller chercher à la fin la certification d'un appareil de transport de passagers qui là va demander énormément plus de capitaux. Il semblerait qu'on soit rentré dans une période assez difficile pour les levées de fonds, non ?
J'ai plutôt l'impression Ça n'a jamais que... été facile, tu vas me dire? Ouais, ça n'a jamais été facile, mais on voit qu'il y a une bulle, effectivement, sur certains acteurs. Là, eVTOL qui est en train de s'effondrer. Pourquoi? Parce qu'on a vu ces dernières années des fonds d'investissement qui sont rentrés par ticket de 500 millions, voire le milliard. Et je dirais, si on regarde l'efficacité du financement au regard de ce qu'il en est sorti, on peut se dire qu'effectivement, en France, on a une très forte capacité à faire beaucoup avec très peu. Donc, et on voit que sur ces marchés financiers, cette bulle est en train de percer. Nous, là où on est convaincu, c'est que le pragmatisme de la mobilité aérienne fait que en prenant déjà une première évolution sur la limitation du carburant avec d'autres capacités alternatives, en fait, notamment à la 100 LL. Ensuite, d'avoir des capacités sur des aéronefs 100% électriques qui répondent à une mission de formation en vue du terrain sur lesquels du coup, on peut avoir des temps de vol qui sont limités. Et ensuite, qu'on a de la capacité sur un avion 19 places à faire de la mobilité point à point. Et comme le disait Antoine de Saint-Exupéry, l'aviation a inventé le transport en ligne droite. Et bien effectivement, on va revenir en fait à cette logique pragmatique qui fait que on va pouvoir être capable de faire du transport en direct. J'ai été plusieurs fois utilisateur d'un Toulouse-Zurich, et c'est assez hallucinant quand on voit la distance qu'on parcourt sur cette ligne-là. Donc finalement, cette mobilité pour laquelle technologiquement on voit en fait la capacité à la faire naître avant 2030, on voit aussi la société, tout l'écosystème être capable en fait de supporter finalement cette nouvelle mobilité, et tout simplement parce que c'est un besoin, quoi. Donc tous les deux, vous voulez réduire la distance entre deux points, donc un sur des distances de quelques centaines de kilomètres, l'autre sur des distances de quelques centaines de mètres. Non. L'idée, c'est pas du tout de venir remplacer le vélo ou la marche à pied avec un aéronef. La trottinette, parce que maintenant à Paris, il n'y a plus de trottinette. Qui va être interdite, en effet. Nous, on va venir travailler sur des distances comprises entre 5 et 20 km. En fait, on a découvert qu'il y avait réellement un gradient presque social qui s'est installé dans toutes les grandes métropoles mondiales, avec des personnes qui ont de moins en moins de moyens, qui s'installent de plus en plus en périphérie des villes. Et paradoxalement, c'est des gens qui vont avoir la desserte la moins dense en transport public, qui vont avoir les temps de trajet quotidiens les plus longs, les plus fatigants, les plus coûteux. Et donc l'idée, c'est d'avoir cette nouvelle mobilité extrêmement flexible, l'invention de la mobilité en ligne droite, qui va fournir une réintégration des périphéries dans nos centres-villes, donner un peu de cohérence à ces zones urbaines, et aussi dans un premier temps faire venir mettre la mise en place de lignes pour des zones stratégiques, donc une liaison aéroportuaire, une liaison avec un centre d'affaires ou des grands points d'accès multimodaux que peuvent être les gares ferroviaires. D'accord. Alors, Clara, Sacha, vous avez déjà quelques questions. Préparez les vôtres. Sacha va circuler avec le micro, ou Clara, je ne sais pas. Dans un premier temps, sur le chat, il y a quelqu'un qui remercie pour l'événement et qui pose une question pour Aura Aero. Notamment sur la concurrence, en disant aujourd'hui ATR et d'autres constructeurs d'avions destinés au transport régional renouvellent leurs aéronefs avec des modules hydrogène par exemple. Comment comptez-vous concurrencer ces gros poissons, entre guillemets, avec des nouveaux avions pour les pilotes qui devront les acquérir ce nouvel type de qualification par exemple? Oui, c'est une très bonne question. En tout cas, merci pour cette question, puisque ça me permet de... Donc c'est une question de Clem, pilote 2B. D'accord. Merci pour la question. En fait, quand on a créé la société sur Toulouse, effectivement, on se plaçait entre un certain nombre d'acteurs qui sont bien connus et illustres, je dirais même, au regard de cette histoire que j'ai citée en préambule liée à l'Aéroclub de France. Donc effectivement, à côté de nous, on est voisins d'Airbus, d'ATR. Un petit peu plus loin, mais très proche, on a la société d'AER, anciennement Socata. Donc effectivement, l'idée pour nous, c'était de se faire une place complémentaire. Et quelque part, je dirais, en termes de mobilité, pour nous, on se place sur un moyen de transport qui est intermédiaire entre les acteurs qui sont actuellement en place. Je dirais, pour nous, on s'est positionné
Pour deux raisons. Sur un avion 19 places, tout simplement parce que, comme je le disais, c'est un avion qui rentre dans une catégorie qui est aujourd'hui existante. Et ça aurait été un projet complètement fou et impossible de rentrer sur un projet qui, lui, se classe dans une catégorie concurrentielle à ATR. Donc ça, c'est la première réponse. La deuxième, c'est celle aussi de dire que, d'un point de vue technologique, donc sur une faisabilité d'un avion comme celui-ci, techniquement, c'est très difficile d'aller au-delà en fait, de cette catégorie. Et on voit bien que même sur un avion régional, dans la limitation des 19 places maximales, eh bien, effectivement, on a un secteur de marché qui est très important, puisqu'il reprend en fait, le secteur du commuteur, qui était un avion qui a fait ses lettres de noblesse dans les années 70. Et pour lesquels, du coup, on est en complément en fait, des avions ATR qui, quelque part, sont entre 2 fois et 2 fois et demi le nombre de passagers. Avez-vous des questions? Oui, Clara, s'il te plaît. Alors, d'ici, vas-y, pose ta question, parce que j'en ai une autre aussi là, à te soumettre. Donc, ce serait pour Monsieur Cassé. Donc, comment avez-vous résolu le problème de la nuisance sonore quand j'engendrerait une grande quantité de drones pour transporter les personnes? Merci beaucoup, c'est une excellente question parce que c'est réellement ce qui est au cœur de la vision d'entreprise. Quand on a voulu créer le projet, on a articulé notre solution autour de 2 axes. On a la conviction que si on doit avoir des voitures volantes un jour au-dessus de nos villes, il faut 2 choses. Il faut qu'elles soient abordables et discrètes. Et pour pallier à cette problématique-là, nous, on a été assez pragmatique. On fait l'aéronef le plus léger du monde. C'est-à-dire que l'aspect monopassager nous permet d'avoir un appareil qui fait 350 kg à vide et une vitesse d'altitude de déplacement de l'ordre de 150 à 300 mètres d'altitude. Donc quand il est en couloir de croisière, on ne peut pas l'entendre et on ne peut quasiment pas le voir. Il reste les périodes de décollage et d'atterrissage et là on estime notre rayon d'émissions sonores aux alentours de 65 décibels, ce qui est complètement cohérent avec le bruit ambiant dans une ville actuellement et bien inférieur à par exemple une moto qui accélère dans un boulevard. Surtout si on prend en compte le fait que la période d'atterrissage et de décollage va durer moins d'1 minute, donc on est sur une nuisance sonore très localisée dans une fenêtre de temps très courte et le reste du temps avoir quelque chose qui puisse être complètement inaudible et ne pas générer de nuisance sonore. Et évidemment, l'électrification totale de l'appareil vient aider à cette problématique. Après, on a d'autres solutions auxiliaires, si je veux dire, on va venir caréner les unités de propulsion pour réduire encore un peu plus les émissions sonores de l'aéronef. D'accord, je vous remercie. Une autre question? Oui, tout devant, là. Oui, bonjour. J'ai une question pour les évitements d'obstacles. J'imagine que vous allez prendre une certaine altitude. Vous parlez de couloirs. Et pour les évitements entre aéronefs, enfin entre drones, on a donc, j'imagine que vous avez étudié des systèmes automatiques d'évitement, ce qui existe déjà sur les avions, mais on a toujours le pilote opérateur à l'intérieur qui peut rattraper si les systèmes automatiques ne fonctionnent pas. Est-ce que vous aurez un opérateur au sol qui pourra agir dans ce cas-là ? Oui, alors c'est un bon point dans le sens où c'est vraiment cet élément technologique qu'on appelle le Sense and Avoid ou le Detect and Avoid qui va permettre à l'aéronef d'analyser en temps réel son environnement pour mettre en place une procédure d'évitement si le besoin se fait sentir. C'est vraiment l'élément qui va être crucial dans la détermination de ces aéronefs automatisés. Donc pour répondre, oui, on a un de ces composants à bord. On travaille en partenariat avec un grand nom de l'aéronautique français qui développe ces composants-là. Et la réglementation actuelle de l'EASA nous oblige à avoir au sol un opérateur par aéronef en vol qui va lui être capable de prendre le contrôle de l'aéronef pour faire une procédure qui n'est pas prise en compte par l'automatisation. Les schémas qui sont mis en place en ce moment, qu'on appelle de ATM, Air Traffic Management, pour les villes, nous donnent des couloirs aériens spécifiques dans lesquels on va pouvoir évoluer. Donc 150-300 mètres d'altitude, là déjà on n'a pas de problématique de bâtiment, si je peux dire, à cette altitude. Nous, notre solution, elle aborde cette façon-là de façon encore plus simpliste. Notre appareil n'a pas une intelligence artificielle capable d'évoluer dans un environnement complexe, inconnu, évolutif. Il n'évolue que dans des couloirs aériens qui sont préenregistrés en amont, que d'un point A à un point B qui sont dans sa mémoire.
et sur lequel il va pouvoir comparer à sa base de données son environnement pour pouvoir se positionner de façon fiable en tout temps. Ça va vraiment être le point d'orgue de notre solution. Et après, travailler avec ces organismes qui vont être assez locaux, finalement, de Air Traffic Management, qui vont nous dire qu'on a le droit d'avoir un aéronef tous les temps, quelle est la procédure de communication entre les aéronefs. Nous, on participe à des grands groupes consortiums internationaux avec des essais, des centres d'essais pour justement l'interopérabilité entre les différents acteurs qui vont venir évoluer au-dessus des villes, parce que c'est bien d'être au courant en permanence de du positionnement de tous les aéronefs de sa flotte personnelle, mais il faut aussi connaître le positionnement de tous les aéronefs qui sont au-dessus de la ville à ce moment-là. Et ça, c'est une contrainte obligatoire. Il va y avoir un portail sur lequel on va devoir faire valider notre trajet, notre grille 4D, si je veux dire, dans lequel va évoluer l'appareil. Et en plus, vous parlez d'un système pas cher. Donc là, le coût de la sécurité, il est quand même important dans les 3D à prendre en compte. Bien sûr, non, alors si on prend un taxi aujourd'hui, 80% du prix de la course, c'est le chauffeur et l'essence. Là, l'idée, c'est qu'on a quelque chose qui est électrique et automatisé, donc on va pouvoir bénéficier d'une réduction de coût là-dessus. Et après, par rapport à une voiture, encore une fois, qui est un appareil qui va peser entre 1 tonne et 2 tonnes, nous, on est sur un appareil extrêmement léger, ça fait 350 kg. La sécurité est le point d'orgue dessus, mais on est sur une technologie finalement assez simple. Là où beaucoup de constructeurs eVTOL sont venus innover par le design, en cherchant souvent de la complexité, on va trouver une optimisation technologique avec parfois un plus grand rayon d'action, parfois moins de bruit ou ce genre de choses. Nous, on est vraiment basé sur un design extrêmement simple, qui est celui qu'on a vu, un design de drone qui est maintenant éprouvé et bien connu, et dont le développement technologique est quand même beaucoup plus abordable que la mise en place d'une nouvelle architecture complètement novatrice et qui va demander énormément plus de jalons technologiques pour la certification. Une dernière question. Donc on est dans une société assez individualiste maintenant. Donc c'est un transport d'une personne. Bon, il y a les contraintes de poids, bien sûr. Mais vous ne pensez pas que c'est quand même un peu triste de voyager tout seul comme ça? Alors, je ne sais pas si c'est triste. Moi, je fais souvent l'analogie avec le transport routier existant. Il n'y a pas une voiture. On n'est pas en URSS avec juste la Lada. Il y a beaucoup de constructeurs avec beaucoup de solutions différentes. Ça va de la trottinette au scooter, à la voiture, au bus, jusqu'au train. De la même manière, dans les airs, il y aura différentes solutions qui adresseront différents besoins. On n'a pas vocation à être complètement holistique sur le sujet. Nous, on a adressé un critère particulier et qui nous permet, à mon sens, de vraiment avoir un aéronef léger, donc discret, et qui est capable d'évoluer facilement en ville. Je suis content qu'il y ait une deuxième table ronde après qui parle des infrastructures. C'est quelque chose qui n'est pas toujours abordé dans les constructeurs de taxis volants. Mais si on décide de construire des vertiports à tous les 200 mètres en ville, on va avoir quand même un problème d'espace. L'idée, c'est d'avoir quelque chose de très petit, très compact, qui puisse atterrir et décoller partout. Donc, triste, je ne sais pas, on aura quand même la plus belle vue du monde à chaque fois qu'on fera un trajet. On pourra le partager en temps réel, mais... Avec le téléphone portable. Ou avec la CAPS à côté de nous. Oui. Pour rebondir sur un peu le thème, toujours avec CAPS, décidément, c'était sur le chat, on se posait la question, donc je regroupe un peu plusieurs questions, sur la problématique du flux de passagers. Comme on est de plus en plus saturé et qu'on est de plus en plus voué à utiliser les transports en commun ou ces nouvelles mobilités, plusieurs s'interrogent sur comment vous envisagez chez CAPS la gestion du flux de passagers, notamment pour les trajets, par exemple, banlieue-centre-ville, lors des pics de fréquentation. Est-ce que le fait que ce soit justement des petits volumes, voilà, comment est-ce que vous envisagez ça chez CAPS? Alors, je vais commencer par rassurer tout le monde. C'est pas demain qu'on sera dans le 5e élément avec des colonnes de voitures volantes au-dessus de nos têtes. Ça va prendre quelques temps. Ça va être assez progressif avec, dans un premier temps, des couloirs aériens très identifiés, les liaisons aéroportuaires, de centres d'affaires. On n'adresse pas non plus un marché de masse absolument faramineux. Dans un premier temps, on reste quand même dans la gamme de taxis. Nous, ce qu'on va vraiment venir adresser, c'est la problématique des 70% des trajets quotidiens effectués en ville, effectués dans une voiture, seule au volant d'une voiture 5 places. Ça, c'est vraiment une catastrophe. Et si on habite réellement en périphérie des grandes villes, qu'on a une voiture un peu vieillissante, et ben, en termes de coût, on est quasiment rentable de venir utiliser cette solution. Pour la gestion du flux, un des avantages qu'on a, c'est qu'ayant des trajets 4 fois plus rapides,
on a 4 fois moins de personnes en même temps en l'air. Donc on va pouvoir venir bénéficier de 4 fois moins de flux à un temps T. On a quelque chose de beaucoup plus rapide et on a le bénéfice de la 3e dimension qui offre un volume d'évolution beaucoup plus large que notre réseau existant en 2 dimensions au sol. Donc c'est de cette manière-là qu'on va venir adresser. Après, le plus il y a de voitures volantes, c'est tout le mal que je me souhaite, mais on va pouvoir venir adresser ça, aussi en partenariat avec ces instances de réglementation, je reviens à ce Air Traffic Management, qui lui va définir tous les combien de temps on peut faire envoyer une voiture volante, à quelle distance, à quelle vitesse, à quelle fréquence. Clara, tu avais... Bonjour, alors moi c'est pour Aura. J'avais juste une question concernant votre avion régional. Sur les photos, on voit que vous êtes amené à établir un avion avec 6 moteurs. Donc on voit que le futur est plutôt destiné à des avions sur des bimoteurs. On est en train de supprimer les quadrimoteurs 380, 47 qui sont en train de disparaître. On peut voir actuellement la problématique par exemple de la 400M qui a un quadrimoteur aussi et qui rencontre quand même pas mal de problèmes de fiabilité. Comment vous avez réfléchi pour fiabiliser ces petits vols avec 6 moteurs, avec un risque élevé quand même d'AOG si un moteur est amené à avoir un problème, un impact sur une pale ou quoi que ce soit? C'est une excellente question qui prend comme exemple effectivement des moteurs turbines ou des réacteurs en fait sur les avions que vous avez cités. Nous, ce qu'on utilise effectivement sur l'avion qui est à l'image, ce sont des moteurs électriques qui font tourner des hélices. Et sur cet avion en particulier, c'est une motorisation électrique hybride. C'est-à-dire qu'on a un système d'hybride série qui nous permet, avec des turbogénérateurs, de créer en fait un courant, créer la tension qui va à la fois alimenter la batterie ou se coupler à la batterie pour faire tourner des moteurs électriques. Donc effectivement, on a un changement assez radical entre l'utilisation d'un moteur à combustion et l'utilisation de moteurs électriques. Il se trouve que ces moteurs électriques, on a choisi de travailler avec Safran, Electrical Power, qui est plutôt un des leaders industriels là, sur ces nouvelles motorisations, et notamment parce que sur leur smart moteur, c'est un dual moteur. En fait, il a une sécurité active puisqu'il est composé en fait d'un double circuit interne. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il amène lui-même la sécurité dans une nacelle unique. Donc, je dirais, pour répondre à la question de façon assez simple, on aurait pu utiliser un bimoteur si effectivement on avait trouvé un moteur électrique capable de porter toute la puissance, mais ça ne va pas dans le sens en fait de l'utilisation des moteurs électriques pour lesquels on répartit en fait la propulsion électrique distribuée. L'Onera avait été un peu précurseur avec le projet Ampère sur lequel ils avaient une infinité de moteurs et de petites hélices. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a choisi plutôt un compromis, comme on fait à chaque fois dans l'aéronautique, à utiliser des moteurs qui sont techniquement le plus simple, c'est-à-dire qu'on va utiliser un système de refroidissement à air pour éviter de faire du refroidissement liquide qui du coup serait un non-sens sur un avion de cette catégorie-là. Et garder donc cette simplicité sur l'ensemble nacelle, mais pour autant en fait prendre ce paramètre du nombre de moteurs nécessaire à la puissance que l'avion doit utiliser pour faire sa mission. Alors, pour rester dans le domaine technique, le chat s'interroge sur votre capacité à rester dans la CS23, donc dans cette norme donc avion de 19 places. C'est au niveau de la masse. Les batteries risquent de vous faire passer dans la catégorie supérieure. C'est un peu ce qui est arrivé à Art, fait remarquer quelqu'un. Oui, en effet. C'est un peu comme en boxe, hein, s'il y a quelques connaisseurs là, du domaine. À partir du jour de la pesée, si on fait quelques grammes supplémentaires par rapport à la jauge, effectivement on passe dans la catégorie au-dessus et face aux adversaires, c'est pas la même histoire. Pour nous en CS23,
la réglementation qui existe depuis très longtemps a fait que effectivement, on l'a limité à 19 passagers, à 19 000 pounds, donc 8 600 kilos à peu près, hein, sur cette limite de masse. Donc, comme tous les acteurs qui ont fait des avions dans cette catégorie dite commuteur, à chaque fois, ça a été conditionné par la masse, à la masse totale utilisable sur l'avion, et donc charge effectivement au constructeur à avoir sa gestion de risque pour faire en sorte que la masse à vide de l'avion ainsi que sa charge utile transportée doivent toujours rester inférieures à ça. Et effectivement, pour faire un avion hybride électrique dans cette catégorie, comme toujours, il faut faire le meilleur planeur possible sur toute son aérostructure. Il faut faire un système qui soit le moins énergivore, donc avoir une efficacité sur le système qui soit la meilleure, et rester dans une stratégie de pilotage de la masse qui fasse que jamais on rentre dans la catégorie au-dessus. Et je dirais, cette ligne de crête, mais comme ça a été toujours le cas pour les avionneurs, elle est pas évidente. Et si on se trompe, effectivement, comme Heart, on bascule dans une autre division, et là, c'est pas la même histoire. Une question. Oui, bonjour, Geoffroy Bouvet. J'avais plusieurs questions pour les deux parties. Sur la partie aura, savoir sur l'avion régional, est-ce que vous avez fait un bilan carbone comparé avec le train comprenant toutes les problématiques d'infrastructure? Parce que j'avais lu que la ligne qui est en train d'être créée entre Bordeaux et Toulouse ferait 30 à 40 ans pour être amortie en termes de CO2 pour sa construction. Et donc, est-ce qu'on peut imaginer que votre avion aura un bilan carbone qui sera meilleur qu'une ligne régionale, une ligne régionale qui est construite avec les impacts de construction? Puis j'avais après d'autres questions pour Katz. Alors, je dirais par naissance, on a effectivement créé la société sur cette frugalité énergétique, à la fois pour l'entreprise elle-même et à la fois pour nos produits avions. L'avion d'entraînement intégral électrique est un avion net zéro émission. Net zéro émission au sens où quand il vole, effectivement, il ne crée pas de gaz à effet de serre dans son usage. Et je dirais dans la construction de l'avion, c'est un avion qui est construit en bois, même si on utilise des renforts composites. Donc effectivement, la notion en fait, du bilan carbone, c'est un sujet qui est intrinsèque à la société. Donc c'est un sujet qu'on fait à chaque fois. Pour autant, on n'est pas, je dirais, on compare pas. Je voudrais pas rentrer dans la comparaison en fait, d'une ligne ferroviaire. Pourquoi? Parce que le pari en fait, sur lequel on a abordé la mission pour nos clients, c'est à chaque fois une solution qui n'existe pas sur le transport d'un point à un point B, où très souvent en fait, les clients ont un fjord à traverser, un bras de mer, des liaisons qui, dans ce mode de transport régional, sont des liaisons qui peuvent être très courtes et sur lesquelles l'usage en fait, de cette hybridation électrique et l'usage de carburant SAF ou carburant conventionnel est déjà limité au minimum. C'est-à-dire qu'on amène une efficacité énergétique qui est très importante et qui se substitue à un mode de transport qui aujourd'hui, typiquement sur ces avions 19 places, je peux citer le Beechcraft 1900 que je croisais ce matin à Toulouse pour la liaison qu'il allait faire Toulouse-Marseille, mais qui est typiquement un avion qui ne se produit plus. Et je dirais les avions de formation sur lesquels on travaille, le biplace, l'avion régional sur lequel on travaille, on n'a pas de concurrence directe au sens, on n'est pas des milliers à faire ce type d'aéronefs. Au contraire, on a vu, nous, l'opportunité de reprendre des parts de marché parce que les avions sont vieillissants ou n'existent plus en construction neuve. Et on a pris le pari, effectivement, de les faire autrement. Je citais la construction bois, l'avion 19 places, c'est cette hybridation sur lequel, à l'entrée en service, on a des batteries qui sont existantes, qui existent sur étagère, qu'on achète sur étagère, mais sur lequel l'évolution technique
qui est beaucoup tracté par l'automobile, fait que sortant des labos, on a des solid state qui seront disponibles dans une dizaine d'années et qui feront que dans l'allocation de masse et centrage sur notre avion, on sera capable encore d'avoir l'autonomie supplémentaire en version électrique. Donc quelque part, je dirais, c'est pas tant en fait une comparaison sur un moyen existant, puisque je dirais sur certains tronçons, on ne rentre même pas sur ce principe-là, mais au contraire, c'est d'amener des solutions sur l'atteinte des objectifs. Pour nous, on fait partie auprès de la Commission européenne du groupe ASEA, qui travaille sur comment porter l'atteinte des objectifs Fit for 55 et Net Zero 2050. On est convaincu que nous, on a des solutions à amener, mais que collectivement, on puisse les mettre en œuvre en termes d'infrastructure, en termes de nouvelle organisation de compagnies aériennes ou d'utilisation de ces appareils. Voilà. C'est plutôt dans ce sens-là qu'effectivement, on n'a pas fait stricto sensus la comparaison avec un transport ferroviaire. Geoffroy, ta deuxième question. Alors, deuxième question. Si, oui, ça fonctionne. Si. Oui, deux questions pour Katz. La première, c'est quelles sont les limitations d'utilisation de votre appareil pour un seul passager? Parce que je suppose que ça doit être combien de jours on peut voler en moyenne en fonction des conditions météo. Et deuxième question, c'est une question de cybersécurité, parce qu'on n'imagine pas l'avion d'avenir passager sans avoir un pilote à bord, même si c'est un télépilote, pour des raisons de cybersécurité. Comment vous avez réglé ou comment vous envisagez la problématique de cybersécurité? Merci beaucoup. Je vais revenir directement sur cette thématique de cybersécurité. Ce que j'abordais tout à l'heure, on s'est dit qu'il fallait aborder cette question-là par la redondance, à la fois numéraire et technologique, des moyens de positionnement de l'appareil, vu qu'il n'évolue que sur des couloirs aériens définis à l'avance. L'idée, c'est qu'on part sur une analyse par exclusion statistique des données aberrantes de vol. C'est-à-dire que si on a un de nos composants qui vient générer une trajectoire de vol différente des autres acteurs de positionnement, on va pouvoir l'exclure de cette façon-là. Mais surtout, et en plus même de la cybersécurité, ça va venir gérer aussi les problématiques de brouillage. Si on veut venir porter atteinte à la connexion de l'appareil avec ce télépilote, parce qu'on l'a dit, il y aura toujours un télépilote à distance capable de prendre le contrôle de l'appareil. On a des capteurs passifs qui, par analyse de leur environnement, peuvent se positionner en temps réel. C'est-à-dire qu'ils auront déjà effectué le vol une première fois, qu'ils auront en mémoire, et par comparaison d'une base d'image ou une base LIDAR, l'appareil peut comparer ça à sa base de données et se géolocaliser personnellement sans aucune connexion extérieure. Donc cet appareil va être résilient à ces tentatives de prise de contrôle. Après, on est obligé d'évoluer en prenant cette thématique-là en compte très sérieusement. On va venir travailler avec des outils qui sont d'un grade militaire pour se protéger au maximum de ces problématiques-là. Et je ne me souviens plus de votre première question. Ah oui, les limitations, tout à fait. On a designé un aéronef qui est capable d'évoluer à une vitesse de 70 km/h avec un vent de face de 70 km/h. Au-delà de ces bourrasques de vent, on n'évolue pas. Et après, en effet, on a des limitations météorologiques, pour l'instant de l'ordre des températures aussi. S'il fait extrêmement froid ou extrêmement chaud sur les systèmes de batterie au lithium, on ne va pas pouvoir évoluer. Et voilà, s'il y a une tempête dehors avec un orage, on ne va pas conseiller à nos utilisateurs de prendre un aéronef, évidemment. Une question devant, s'il te plaît. Et puis, j'en avais une aussi concernant, pour CAPS, concernant, ça va faire écho à la deuxième table ronde, concernant l'infrastructure nécessaire au sol pour vos capsules. Est-ce que vous laissez développer ça vous-même ou est-ce que vous travaillez avec un partenaire ou quelque chose pour créer les infrastructures nécessaires à vos capsules ? Alors aujourd'hui, on a défini le concept pour le transport passager. Je l'ai dit, l'horizon est quand même plutôt 2028-2032, donc on a quand même le temps de voir venir là-dessus. À l'origine de la conception de la solution, nous, on est allé voir tous les responsables de mobilité urbain des grandes métropoles françaises et européennes. Et un des retours qu'on a eu principalement, c'est qu'on n'a pas d'espace disponible. Déjà 50% de l'espace au sol est dédié à la mobilité, que ce soit les routes, les passages piétons, les trottoirs et les rails. Donc la mise en place de l'infrastructure devait être extrêmement discrète. Il fallait qu'on soit très peu frugal sur l'infrastructure.
On l'a vu sur la vidéo qui est passée tout à l'heure, on a défini la chose de la façon suivante. On a un réseau de ce qu'on appelle des pods d'atterrissage, qui sont un cylindre de polymère, si vous voulez, que ça ne recharge pas l'appareil. C'est une infrastructure extrêmement légère, très peu coûteuse, qu'on va pouvoir venir installer et désinstaller rapidement en ville. L'idée, c'est qu'on aborde la mobilité urbaine comme un processus dynamique et non pas du tout quelque chose de statique. On veut avoir un réseau de desserte qui soit dynamique et capable de venir s'adapter si demain il y a un événement culturel, un événement sportif, pouvoir venir adapter ce réseau et même à l'adapter à l'évolution naturelle de la ville. Donc c'est de cette façon-là qu'on va venir le faire. Pour autant, en plus de ce réseau-là, on a ce qu'on appelle, nous, des stations centralisées qui viennent concentrer la flotte et la recharge des aéronefs en tout temps dans des stations centralisées. Et là, c'est un savoir-faire pour lequel on va peut-être venir travailler avec des partenaires. Effectivement, ça empiète un peu sur la deuxième table ronde, mais c'est intéressant parce que les deux sont complètement liés. Est-ce que vous avez une question tout au fond? Ah, il y en a une ici avant. Oui, bonjour. À l'heure où on nous demande de faire des économies d'énergie, notamment même sur l'électricité, de faire attention de bien éteindre la lumière derrière nous, etc., comment envisagez-vous l'avenir par rapport à ces ressources, même en électricité, qui seraient difficiles à produire, et même aussi par rapport aux batteries avec des métaux rares? Donc, comment vous envisagez dans vos deux sociétés un développement alors qu'on nous demande, nous, de notre côté, de faire très attention? Je m'y lance. Premièrement, je dirais, pour rejoindre une question qui m'a été posée tout à l'heure, on a beaucoup de clients qui sont des clients insulaires et pour lesquels, déjà aujourd'hui, en fait, amener du carburant, c'est consommateur d'énergie, puisqu'il faut transporter le carburant sur l'île pour après le desservir et après utiliser en fait, les différents aéronefs. Pour nous, un des vecteurs électriques, c'est aussi de pouvoir produire cette électricité qui est de différentes façons. Et c'est aussi dans une perspective, de toute façon, où on voit bien qu'on est obligé de changer les modes nos modes d'usage en tant qu'individu. Donc fini les déplacements à Papeete, Dubaï et que sais-je, à des rythmes qui étaient complètement effrénés et fous. Et sur lesquels on voit bien que la société en fait, est en train de se transformer. On l'a vu en fait, avec cette période Covid qu'on a traversée et où on a vu en fait, les avions qui ont été tous cloués au sol et sur lesquels, moi qui habite sous un aéroport, j'ai vu malgré tout tous les transports sanitaires qui passaient sur les catégories d'avions dans lesquelles nous on intervient. Et c'est là où, quelque part, ce lien avec ce que j'avais vécu en 2013 sur relier les hommes en faisant ce voyage entre deux continents, pour nous, c'est répondre en fait à un besoin qui est vital. On a certains clients dans la Polynésie qui ont souffert dans cette période de ne pas pouvoir transporter effectivement des femmes enceintes ou des cas très particuliers, et sur lesquels le meilleur moyen de se transporter rapidement entre deux points, ça reste malgré tout l'avion, comparé à d'autres moyens de transport. Mais pour autant, dans cette démarche frugale, voilà, l'idée pour nous, c'est d'avoir un appareil qui soit le plus efficient possible et qui, dans son mode énergétique, permet d'avoir différentes sources d'usage de cette énergie. Nous, on a abordé ce sujet-là de deux façons différentes, parce que le constat est là. De toute façon, si on veut voler, on est beaucoup plus énergivore que si on roule au sol. Donc on a cet aspect-là. Premièrement, on n'est plus consommateur d'énergie électrique qui a vocation à être complètement décarboné. Mais notre bilan énergétique, s'il est moins bon comparé à une voiture, il est moins bon comparé à une voiture. Alors, je parle d'une voiture électrique, parce que par rapport à une voiture à essence, on est meilleur quoi qu'il arrive. Mais pour une voiture électrique, on est moins bon. À partir du moment où la voiture électrique a au moins 3 passagers à bord. Et on se compare avec la réalité des faits. Et la moyenne des passagers des voitures en ville, c'est 1,1, malheureusement. Donc, on a un bilan énergétique qui est finalement meilleur qu'une voiture électrique qui n'a pas son passager à bord. Nous, par nature, on est un transport monopassager, donc on ne vole que quand on est à 100% de notre taux de remplissage. Et la deuxième façon dont on a abordé cette problématique, c'est que oui, on va venir concentrer ces batteries qui ont elles aussi un impact,
Mais de manière intéressante, je parlais de ces stations centralisées qui viennent recharger et stocker les aéronefs à un point donné. Ça nous donne un point donné avec une énorme capacité de stockage énergétique et centralisé. Donc on va venir pouvoir travailler avec un fournisseur local d'énergie renouvelable pour venir lisser leur production qui, elle, par nature, est fluctuante et l'intégrer dans le réseau qu'on appelle Smart Grid de la ville. En fait, on va agir comme tampon énergétique pour ces gens-là. Donc on va venir donner un aspect bénéfique à nos batteries pour une répartition d'énergie beaucoup plus localisée et environnementalement parlant plus pertinente. Alors, tout au fond, là-bas, peut-être en attendant, Sacha. En attendant, on a une question concernant CAPS de Pierre qui voulait savoir, au niveau de la réglementation actuelle, le survol d'une ville par des engins autonomes, ça a l'air d'être un peu compliqué et il voulait savoir comment est-ce que vous allez faire pour répondre à ces normes de certification. On commence par faire de la logistique industrielle, le temps que le cadre réglementaire se mette en place. Il est dans le carnet de recherche de l'EASA. Hein. Nous, on s'inscrit dans ce cadre-là. L'EASA a un département de recherche pour la certification des engins automatisés d'un point A à un point B. Encore une fois, c'est une automatisation beaucoup plus simplifiée. Et après, il y a aussi des espaces aéronautiques pionniers dans le monde où des expérimentations se feront en amont. Je pense au Moyen-Orient, en Asie, Asie du Sud, certaines zones des États-Unis qui sont beaucoup plus libérales et dans la volonté de tester en amont ces choses-là. Donc il existe un cadre réglementaire déjà pour certifier nos appareils, un plan de recherche pour aller vers l'automatisation dans lequel on s'inscrit. Et tout l'enjeu, nous, consiste à utiliser nos EORF dans des contextes réglementaires plus simples, dans un premier temps, pour pouvoir générer des revenus et financer cette certification complexe. Merci. Oui. J'ai une question pour la société CAPS. Comment vous allez gérer la demande? Donc, est-ce que ça va être un système de réservation pour pouvoir prendre le télésiège monoplace? Ça me fait penser un peu au monde du ski, ce que vous faites. Ascenseur. Oui, c'est ça. Donc, il y a cette question-là et puis aussi une question de sécurité sur l'arrivée. Donc prendre bien en compte la sécurité et l'intégrité de l'équipement d'accueil de la capsule volante. Voilà. Et puis j'avais aussi une autre petite remarque. Bon, les schémas électriques, bilan carbone, oui, à condition d'avoir des centrales nucléaires. Hein. Tout à fait. Après, l'idée, c'est, je disais, de travailler avec des fournisseurs d'énergie renouvelable locaux. Donc on ne se branche pas sur la grille principale. Mais sur votre question... Il faut du pilotable, de toute façon. Oui. Pour la gestion de la réservation, nous, on voit ça par une application digitale, une application mobile. En fait, si vous voulez, comme vous pouvez commander un taxi aujourd'hui, là, vous commanderez une CAPS. Et donc, nous, ça nous permet d'avoir, par ordre de priorité, l'enregistrement des vols qui sont demandés. Donc, une application qui va venir vous géolocaliser. Ça nous permet aussi d'identifier les personnes à bord, parce qu'il faut enregistrer ces données bancaires. Et donc, ça, c'est un point de sécurité supplémentaire pour la société. Et en ce qui concerne la sécurité de l'appareil à l'atterrissage, l'avantage de ces nouveaux designs, et principalement des designs drones, c'est la redondance des unités de propulsion. Nous, notre appareil doit pouvoir continuer son vol ou son opération en cours comme si de rien n'était, même en cas de perte de 2 unités de propulsion. C'est-à-dire que typiquement, je sais pas, un vol de pigeon ou quelque chose qui va venir dégrader ces unités de propulsion, on doit être hyper résilient pour pouvoir assurer un vol sécuritaire, quoi qu'il arrive, pendant la période de transport du passager. Et pour ce qui est des infrastructures, de gérer l'intégrité des infrastructures, c'est une bonne question, parce que si on a une CAPS qui veut venir atterrir dans son pod et que le pod n'est plus là ou il est en feu, on a un souci. Et on est à l'ère de l'IoT, Internet of Things, avec une interconnexion de ces objets qu'on appelle des objets connectés, qui, avec quelques petits capteurs, notamment visuels, d'identification de l'intégrité technique de la station, on va pouvoir avoir en temps réel un monitoring du réseau d'atterrissage. Ça va être un deuxième point. Il y a l'aéronef qui lui-même va effectuer un contrôle, vu qu'il analyse en permanence son environnement, notamment via des caméras. Avec un peu d'intelligence artificielle, d'analyse d'image, on peut le faire. Et après, de toute façon, ça va aussi... c'est une approche qu'on aime bien répéter par la simplicité, c'est-à-dire un mécanisme purement mécanique qui est beaucoup plus résilient à n'importe quelle problématique qui pourrait arriver. Merci. Il me semblait qu'il y avait une autre question, oui. Merci beaucoup. Bonjour, une question à Monsieur Cassé. Comment on travaille en tant qu'industriel
sur l'accessibilité et l'acceptabilité sociale d'une solution qui est quand même une solution de rupture, aussi bien pour les usagers qui utiliseront cette solution-là que pour les personnes qui seront tout simplement survolées par vos fameuses capsules. Comment on travaille ça et comment justement on permet de rendre cela acceptable dans les villes finalement? Je suis très content qu'on pose cette question parce que, à mon sens, c'est réellement l'enjeu aujourd'hui pour les taxis volants. On nous a opposé pendant quelques années la faisabilité technologique, mais voilà, quand on est sur un design de drone, finalement pas très loin de tout ce que vous avez déjà pu expérimenter chez vous, la technologie est là. Après, on nous a opposé le cadre réglementaire, mais aujourd'hui, force est de constater qu'il avance très vite. Et le vrai enjeu, ça va être l'acceptabilité sociale de ces nouvelles solutions. Et je reviens encore à cette vision initiale du projet. Nous, c'était comment on va faire en sorte que la voiture volante soit acceptée et devienne une réalité. Pour nous, c'est deux choses. Il faut que ce soit abordable, que les gens en aient une réelle utilité. Pour être caricatural, mais si c'est un taxi volant réservé au patron de Total, l'acceptabilité sera très faible. Donc, passer par l'automatisation, venir réduire les coûts. Ça, c'est vraiment l'idée du business model, si vous voulez. Avoir quelque chose qui soit dans la grille de prix actuelle et qui puisse par la suite devenir de moins en moins cher via une automatisation grandissante. Et le bruit, le facteur du bruit. Vous parlez des gens qui sont des personnes qui seront survolées. Là, on va mettre en place un plateau d'altitude assez élevé, 150 mètres à 300 mètres d'altitude. Littéralement, on ne voit pas ce qu'il y a en dessous. La notion de protection de la vie privée n'est pas abordée, enfin, n'est pas mise en danger à ce moment-là. On ne peut pas entendre, on ne peut pas voir l'appareil. De toute façon, on l'a vu là avec les trottinettes. Hein, si une ville fait un vote et par les élus qui disent on n'en veut pas, on n'y sera pas. On a au départ un vote démocratique, ça dépend des régions du monde, mais qui va définir si oui ou non la société accepte d'avoir cette solution. Quels en sont les bénéfices ou comment on peut le restreindre? Quels sont les couloirs aériens qui seront acceptés et tolérés d'être utilisés? Par exemple, moi je ne volerai pas au-dessus d'une crèche, pas au-dessus de l'Elysée, ce genre de choses, pour venir réduire les risques et augmenter l'acceptabilité. Et je pense, c'est un cadre réglementaire qui est à définir, mais je pense que si un jour une personne dit « je ne veux pas d'aéronefs qui survolent ma maison », eh bien ça fera un espèce de cylindre vertical qui sera interdit de survol. Bonjour, alors question à Monsieur Dufaux. Vous avez parlé de tout ce qui était insulaire. Donc on est d'accord avec les problèmes des raz-de-marée, des tsunamis, enfin des raz-de-marée, pardon, des cyclones. Au niveau électrique, ce n'est pas viable. Vous avez créé des nouveaux aéronefs, des nouveaux objets volants. Avez-vous travaillé aussi sur la distance d'atterrissage, puisque vous avez déjà travaillé sur la qualification de la qualification des pilotes? Avez-vous travaillé sur les distances pour se poser, sachant que c'est vraiment un problème? Et puis revenir aussi à se poser sur l'eau, qui avait été abandonnée. Et pourtant, on voit à Papeete, actuellement, ce n'est pas possible. Toutefois, on voit dans d'autres îles du Pacifique, c'est vraiment quelque chose à laquelle on réfléchit. Avez-vous réfléchi, vous, sur ces sujets-là? Oui, tout à fait. Alors, je dirais, pour ces territoires insulaires, certains sont effectivement conditionnés par la montée des eaux parce que les territoires en fait, sont à très faible altitude. D'autres, au contraire, sont un peu plus protégés, si je peux dire. Et de façon générale, c'est surtout cette mobilité en fait, sur ce territoire insulaire pour rejoindre la mer, pour aller vers une autre île ou sur un continent et rejoindre un autre point qui aujourd'hui crée des besoins en fait, de mobilité sur ces territoires. Malgré tout, effectivement, les distances d'atterrissage, pour nous, et ça rejoint une question tout à l'heure sur la propulsion électrique distribuée, techniquement, ça nous permet effectivement d'avoir des systèmes qui nous permettent d'atterrir sur des distances plus courtes, donc ce qu'on appelle des systèmes STOL, Short Take-Off Landing, et donc d'accéder à plus de territoires de façon assez générale, et c'était ça le principe de ces avions dits commuteurs. C'était plutôt que d'utiliser de ce qu'on a connu par les hubs, en tout cas avec cette génération des avions typés A380, c'était l'idée d'avoir des zones accessibles sur les territoires qui soient plus vastes et plus proches en fait, de tout un chacun, pour rendre démocratisé ce moyen de déplacement. À partir du moment où effectivement le coût du billet est suffisamment bas pour l'utiliser à contrario de transports polluants,
c'est ce qui permet en fait de faire ce point à point là où on en a besoin, et surtout pour faire du désenclavement. Typiquement, si je prends l'exemple français, mais j'en ai plein d'autres de par le monde, on a plutôt utilisé des moyens de transport plus largement dimensionnés, en limitant les axes d'utilisation sur des mini-hubs malgré tout, et du coup en ne permettant pas à certains territoires d'être dynamisés. Et quand on regarde effectivement le transport régional en France aujourd'hui, il y avait eu des enquêtes sénatoriales très intéressantes qui ont montré qu'effectivement, petit à petit, ça s'était restreint. C'était plutôt des régions vers la capitale, même si je l'aime beaucoup, mais c'est très bien aussi dans les régions de faire ce partage transrégional sur lequel il y a une grosse partie de la valeur du territoire national. Donc c'est typiquement des moyens qui permettent ça, et notamment en accédant à des infrastructures qui sont des petits aéroports, voire même des aérodromes, sur lesquels les pistes sont plus courtes. Et un avion comme le nôtre, l'avion électrique régional, permet d'accéder parce que les pistes sont plus courtes. Merci. Alors une question, puis après on se tournera vers le chat aussi. Alors j'ai une question qui peut paraître toute bête, mais vous parliez des infrastructures, donc dynamiques qui pouvaient être déplacées. Ma question s'adresse à CAPS du coup. Dynamiques qui pouvaient être déplacées en fonction par exemple d'événements, des Jeux Olympiques ou je ne sais d'autres, ou même potentiellement d'ailleurs pour des trajets entre la banlieue parisienne par exemple et le centre-ville, un peu comme des navettes finalement. La question que je me posais, c'est tout simplement comment on gère le retour finalement de ces navettes. Parce que globalement, à un moment précis, les besoins vont être quand même globalement dans un sens. Est-ce qu'on doit attendre que l'utilisateur, ou en tout cas que le lieu d'arrivée soit libéré, que quelqu'un vienne le réserver avant de pouvoir décoller? Est-ce que les retours se font? Voilà, c'est ma question. Non, la gestion de flux est assez primordiale en fait, quand on est sur des zones restreintes avec un flux important. Je l'ai dit, c'est un triptyque d'utilisation. Il y a l'aéronef, il y a le réseau dynamique que j'ai évoqué, le réseau des points de collecte, en fait, si vous voulez, les points d'accès à l'envol, et les stations centralisées qui concentrent la flotte en tout temps. Comment ça fonctionne? C'est vous commandez via votre application mobile le vol, l'appareil part de la station centralisée, vous récupère, vous envole à votre destination finale et revient immédiatement dans la station centralisée. À ce moment-là, on fait un échange de batterie, un check-up technique, et l'appareil peut repartir immédiatement sans temps d'immobilisation au sol. Et surtout, ça nous permet de ne pas avoir... En fait, on a un retour d'expérience un peu auto-libre, c'est-à-dire qu'on n'a pas les outils, les aéronefs, à la disposition de tout à chacun dans la ville, qui pourrait être sujet à dégradation, malversation, que sais-je. Donc l'idée, voilà, c'est qu'on a toujours un triptyque d'utilisation qui nous permet de maximiser le flux et d'avoir ces bornes d'atterrissage qui soient disponibles tout le temps. Sacha? Oui, on a deux questions concernant CAPS. Une première qui relève des assurances. En cas de problème majeur type crash sur la capsule, qui serait jugé responsable? Est-ce qu'il y aurait une assurance pour le passager, le constructeur, ou ça serait le transporteur qui exploiterait éventuellement vos capsules? Alors, c'est fondamentalement celui qui transporte le passager qui a la responsabilité. Il y a déjà des sujets et des travaux qui sont effectués sur l'assurance là-dessus. Nous, on travaille avec une société qui s'appelle Drone Air Courtage Assurance. Non, Air Courtage Assurance, je crois que j'ai rajouté le drone. Et qui travaille à des schémas, notamment, et on passe par une mitigation du risque, une identification des possibilités et des contreparties à mettre en place là-dessus. Fondamentalement, le transport aérien reste et restera, nous on est obligé de rester dans ces critères-là, le mode de transport le plus sûr au monde. Après, on va venir évoluer au-dessus de zones densément peuplées, donc il y a forcément un contrebalancement de ce côté-là au niveau des risques. Mais c'est pas parce que la voiture est automatisée que c'est pas nous qui en sommes responsables. On est quand même les concepteurs et les opérateurs. Donc c'est l'opérateur de la machine qui va avoir la responsabilité de l'intégrité du passager et des gens survolés. Merci. L'autre question concernait l'accessibilité des capsules. Est-ce qu'elles seront accessibles aux personnes à mobilité réduite? Tout à fait. La capacité d'emport de la capsule est de 150 kg pour pouvoir accepter quelqu'un dedans qui ait une mobilité, c'est-à-dire un fauteuil roulant électrifié, donc un certain poids. On pense, alors c'est monopassager, mais on se demande, ça fait un peu écho à des questions que j'ai eues tout à l'heure, est-ce qu'on ne pourrait pas accepter une mère avec son enfant, des choses comme ça? Mais oui, et ce sont des gens dont la pertinence en termes de mobilité est grandissante.
Alors, une dernière question pour cette table ronde, et puis après on passera à la suivante, parce que là on a déjà bien empiété sur la seconde table ronde concernant donc les infrastructures, l'acceptabilité, et puis la remise en question du système aéroportuaire actuel. Oui, merci. Ça fonctionne. Une question rapide pour Wilfried. Vous êtes passé du monoplace au 19 places. Est-ce qu'il y a des projets d'évolution pour la suite, l'étape suivante peut-être? Moi, j'ai pas d'annonce à faire aujourd'hui. Bah, c'est dommage, on est en direct. Non, c'est peut-être effectivement on a parlé plusieurs fois en fait de ce principe en fait de catégorie d'avions et notamment lié à cette spécification qui est la CS23. Donc qui est limitante à 19 passagers. Ce qu'on voit d'un point de vue technique, par contre, c'est que on a parlé tout à l'heure de 6 moteurs, et quelque part, si effectivement je rajoute 2 voire 4 moteurs supplémentaires, que j'allonge un peu le fuselage, que je rajoute quelques moteurs, je ne remets pas fondamentalement en question en fait, l'aéronef, et pour autant, effectivement, on peut l'adapter à d'autres catégories dans le marché. Donc effectivement, pour nous, ce qu'on veut chez Aura Aero, c'est devenir un leader du transport de cette mobilité aérienne sur des avions très bas niveau carbone par rapport à ce qui se fait aujourd'hui, donc qui sera tourné vers l'avenir sur des solutions de nouvelle mobilité. Donc derrière, effectivement, si on arrive aussi à débloquer cette partie certification, parce qu'il faut très certainement, il faudra à l'avenir avoir un déverrouillage sur cette partie réglementation parce qu'on est vraiment à cheval entre les deux. Pour autant, les niveaux de financement liés à la CS25 sont colossales au regard de CS23. Donc oui, techniquement, qu'est-ce qui l'empêcherait? Pas grand-chose. Par contre, cette condition environnementale sur cet écosystème de certification, elle serait beaucoup plus importante. Merci. Et donc une dernière question sur le chat et après on passera à la table suivante. Une toute dernière question qui nous vient de YouTube cette fois, de Romain qui nous demande sur CAPS, étant donné que le risque d'incendie est connu pour les batteries au lithium, comment est-ce que vous prévoyez, vous, de votre côté, pour répondre à ce risque d'incendie, au cas d'incendie au cours d'un vol? J'imagine que ça pourrait s'appliquer à Aura aussi, la question. Oui, c'est un sujet qu'on cherche à adresser. Alors, en dehors du fait qu'on doit se soumettre à toutes les normes les plus drastiques possibles, on a une architecture de drone, comme on le voyait tout à l'heure, avec 3 parties, une espèce de dôme sur le dessus, la partie de propulsion qui est le drone, et en dessous la cabine passager. Et en fait, les batteries vont venir être localisées dans le dôme. Donc on a déjà une barrière physique directe entre le passager et la batterie. Même en cas de feu, il n'est pas, lui, confronté directement à cette proximité avec la matière combustible. Et derrière, ça va venir générer tout de suite des procédures d'urgence. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille sur des redondances aussi de la batterie. Ce n'est pas une grosse batterie qui vient fournir l'énergie à toute l'unité de propulsion. C'est un réseau de batteries indépendantes et isolées les unes des autres qui vont pouvoir faire ça. Dans l'idée quand même de venir pallier en amont, lorsqu'on commence à détecter une surchauffe, d'arrêter l'utilisation de cette batterie, de pouvoir basculer sur un autre système de propulsion. Et en cas de surchauffe avéré, emballement calorique d'une unité de propulsion, basculer sur les suivantes. Et on a donc de toute façon dans ces cas-là, on est quand même sur une procédure d'atterrissage d'urgence. Hein. Dans les 30 secondes suivantes, on a atterri au sol. Et nous, on a un degré de sécurité supplémentaire qui est un parachute pour tout l'aéronef. Qui lui va pouvoir se déclencher. C'est balistique. Hein, l'idée, c'est d'avoir quelque chose qui soit efficace dès 50 mètres d'altitude et qui va pouvoir pallier à ces choses-là. Donc oui, le risque d'incendie est obligé d'être pris en compte. Wilfried. Oui, aujourd'hui, c'est demandé en fait par la certification de nos avions. Donc on a 2 niveaux de réponse. Une de la part des fournisseurs de batteries qui doivent garantir que ce qu'on appelle le containment, la protection du module élémentaire doit prendre en compte ce risque. Et puis le deuxième, c'est l'intégration, nous en tant qu'avionneurs, de ce module dans l'ensemble avion. Donc il doit respecter un certain nombre de critères. À partir du moment où le véhicule est certifié, il est conforme en fait à ce que demande l'autorité. Eh bien, merci bien. Donc
On va passer donc au suivant. Donc, je vais vous demander de descendre pour laisser la place. Ne vous éloignez pas parce que je suis sûr qu'il y aura d'autres questions. Moi, je ne me lève pas parce que sinon, on va me couper, donc ils ne me verront plus. Donc, je ne bouge pas.